Merci Jean-Marie, merci Monsieur le maire pour ces mots agréables d'accueil. D'abord, je voudrais remercier Armor Science de m'avoir invité, parce que c'est la première fois effectivement que je fais ce type de présentation. Je dois dire que Jean-Marie est un ami d'enfance, et alors comme il me connaît très bien, il m'a piqué mon introduction. Bon, effectivement, je vais repartir un peu de ce que disait Jean-Marie. J'ai fait des études d'ingénieur, et puis à une époque, j'ai pris une spécialité qui était le traitement de l'information. Alors c'est comme ça qu'on appelait l'informatique à l'époque, c'est-à-dire le mot informatique n'existait pas, mais on parlait de traitement de l'information. Donc on a étudié les bases techniques de l'information, du traitement de l'information. Bon, c'était un petit peu méconnu. Je me suis très vite aperçu à travers mes différentes expériences professionnelles qu'il y avait quand même une extension incroyable de la puissance de calcul à une vitesse absolument phénoménale. Certains d'entre vous connaissent peut-être la loi de Moore. La loi de Moore disait que tous les 18 mois, on a une machine de capacité double, de stockage double, au même prix qu'avant. Et cette loi a été vérifiée pendant des dizaines d'années. Les constructeurs avaient toujours en stock plusieurs machines d'avance. Et cette loi ne s'est jamais démentie. Et effectivement, on s'est posé la question de savoir, mais quand même, c'est pas arrivé tout seul cette affaire. À un moment donné, il a bien fallu calculer, préparer l'électronique. Et comme le disait Jean-Marie, voilà, il n'y a pas eu un Big Bang. Donc l'idée, c'était de savoir par quelles étapes on a bien pu passer pour arriver à cette explosion de calcul, de puissance de calcul qu'on connaît aujourd'hui et qui devient absolument vertigineuse. Alors, on a commencé avec mon épouse à chercher des machines. Effectivement, on a trouvé la première en 1975. Depuis, on a continué à chercher. Voilà, on en a à peu près 500. Et l'idée qu'on a eue, c'était de les mettre un peu en perspective, de montrer dans le cheminement de la pensée, et notamment les impacts sociétaux du développement de ces technologies de calcul à travers le temps. Donc l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui est un exposé plutôt historique. C'est pas du tout un exposé technique, donc j'ai enlevé toute considération technique, ça pourrait faire l'objet d'autre chose, mais c'est un exposé plutôt historique et je vais essayer de vous donner des grands repères pour que vous puissiez caler quels ont été vraiment les grands marqueurs de l'évolution du calcul à travers les âges. Ces machines à calculer sont des machines un petit peu particulières parce que calculer c'est quelque chose de très abstrait. Il n'y a pas plus abstrait qu'un chiffre ou qu'une opération. Vous le rattachez à aucune, vous ne le prenez pas en photo, ce sont des conventions. Et donc c'était très difficile d'inventer ces machines à calculer parce que c'était la première fois qu'on mettait à l'intérieur d'une machine une partie du raisonnement humain. Enfin ça je vais y revenir tout à l'heure. D'où vient le besoin de calcul? Alors on peut toujours discuter sur ces sujets. La première idée qu'on peut émettre, c'est les échanges entre structures sociales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nos ancêtres se sont sédentarisés, ils ont eu besoin de faire des échanges. Entre clans, entre tribus, ils ont fait des échanges. Donc il y a eu ces premiers besoins de calcul. La religion, l'astronomie et les sciences, qui parfois étaient intimement liées, ont effectivement nécessité de calculer le mouvement des astres, des dates, et ça a effectivement construire des monuments. On a eu besoin de calculer pour ça. Ensuite, il y a eu la production des biens. À fur et à mesure que les structures sociales se sont sédentarisées, la gestion de nos structures, qui, comme vous le savez aujourd'hui, réclame des puissances de calcul plutôt phénoménales. Et à travers le temps, il s'est toujours posé une question, comment augmenter notre capacité de calcul? Je voudrais faire le distinguo entre deux types de solutions qui ont les instruments et les machines, parce que conceptuellement, ce sont deux choses très différentes. Un instrument, c'est un objet qui vous aide à calculer. Mais il ne connaît pas les règles de l'arithmétique. Pour vous donner un exemple, quand vous faites 1 plus 9, vous savez que dans le rang d'à côté, il faut rajouter 1. Il y a une retenue. Un instrument ne fait pas de retenue. Un instrument, c'est un aide qui vous aide vous-même, mais c'est vous, en tant qu'opérateur, qui prenez la décision de faire avancer, de faire la retenue ou pas. Les machines, elles, contiennent cette logique. Les machines contiennent les règles de l'arithmétique et par exemple, il faut les retenues de façon automatique. Donc en fait, il y a une très grosse différence conceptuelle. Dans le cas des machines, ce que l'on fait, c'est qu'on met les règles de l'arithmétique à l'intérieur de la machine. Ce qui est complètement différent d'un instrument sur lequel les règles arithmétiques, c'est vous qui les possédez en tant qu'individu. Alors, je vous proposerai de diviser cette évolution en trois grandes périodes, de l'Antiquité au XVIIe siècle, dans lesquelles il n'y a eu que des instruments. Du XVIIe au XVIIIe siècle, dans lequel il y a eu des instruments et des machines, et je vous expliquerai après pourquoi j'ai pris cette segmentation. Instruments et machines, parce que les premières machines ont calculé ont été inventées au début du XVIIe siècle.
Et ensuite, du 19e au 20e siècle, parce que c'était l'ère de l'explosion du calcul. À l'époque, il n'y avait qu'une seule technologie, c'était le calcul mécanique, mais c'est l'ère de l'explosion des calculs. Et là, on entre dans un champ complètement différent, c'est-à-dire que c'est une vraie production industrielle des ressources et des moyens de calcul. Alors, comment a-t-on commencé à compter, à faire des opérations? Vraisemblablement, on a dû se servir de ses doigts. Voilà. C'est un truc assez pratique, on en a généralement 10. Si vous regardez toutes vos articulations, il y a des concours qui ont été faits, on peut calculer des nombres absolument fabuleux avec tous vos doigts. Bon. Mais on a calculé aussi en faisant des entailles. On a retrouvé des vestiges d'os d'animaux sauvages avec des entailles regroupées par lot de 5 qui datent d'environ 20 000 à 30 000 ans avant notre ère. Ça veut dire qu'à l'époque, on essayait déjà de comptabiliser un certain nombre de choses et on rangeait un certain nombre d'objets et on notait sur des entailles. On notait sur des os. On l'a fait aussi sur du bois, sur des bâtons. Et ça a été pratiqué encore dans nos campagnes il n'y a pas si longtemps que ça, dans certaines parties de la France. Et on a fait des nœuds. Alors, ça c'est une technique assez particulière. Vous avez sur la droite de l'écran ce qu'on appelle un quipu, qui est en fait un système de cordage qui a été inventé par les Incas. Et lorsque les conquistadors espagnols sont arrivés chez les Incas, ils ont été très surpris de voir que les Incas savaient calculer et avaient une méthode de calcul et avaient une administration de leur cité beaucoup plus développée qu'ils ne le pensaient. C'était pas du tout l'état sauvage, hein. Ils avaient vraiment des vrais outils de gestion. Et donc on utilise ces petites cordelettes, on attribue à chaque cordelette une certaine valeur, et puis on fait des nœuds sur la cordelette. Et puis quand on dépasse un nombre de nœuds sur une cordelette, on défait les nœuds et on fait le nœud sur la cordelette d'à côté. Voilà. Vous donnez par convention une valeur à chaque cordelette, et quand le nœud est plein, quand il y a suffisamment de nœuds sur une cordelette, vous passez à celle d'à côté. Donc ça a effectivement beaucoup surpris les conquistadors espagnols. On a calculé aussi avec des cailloux. Vous allez me dire, pourquoi avec des cailloux? C'est une façon de matérialiser une quantité. Et donc, on pouvait faire des traits dans le sol, mettre des cailloux, prendre des cailloux quand vous n'en aviez plus d'un certain nombre dans un paquet, vous les mettiez dans l'autre. Et on a perfectionné un petit peu ces techniques pour les mettre sur des damiers, sur des échiquiers. Et si vous vous souvenez du nom du ministre des Finances en Angleterre, c'est le chancelier d'échiquier. Et donc le nom vient de là. Le nom vient du fait qu'à l'époque, on comptait en disposant un certain nombre de cailloux ou des jetons, c'est un peu plus que la même chose, sur les cases de l'échiquier. On a un peu perfectionné ça en prenant des jetons, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre des petits cailloux vulgaires, on passe à des objets plus jolis qu'on peut utiliser exactement de la même façon. Alors, on ne peut pas parler des instruments dans cette période sans parler des bouliers. Voilà. Vous avez tous vu des bouliers dans votre vie, vous voyez tous à quoi ça ressemble. Vous avez en haut et à gauche un bas-relief qui représente un boulier romain. Donc c'est un boulier qui existait au début, à l'époque romaine. Et vous avez en dessous un boulier chinois qui est un swanpan qui est récent. Les trois autres bouliers sont récents. Hein. Un boulier japonais en haut à droite, qui s'appelle un soroban, et un shochi, un boulier russe en bas à droite. Alors vous allez me dire, qui a inventé le boulier? Il n'est pas venu tout seul. Et en fait, on ne sait pas. Il y a deux théories. Il y a une théorie qui dit que les bouliers auraient pu venir d'abord de Chine, et on retrouve dans des écrits chinois entre 400 ans avant Jésus-Christ et 400 ans après, on retrouve des références à des bouliers, sans qu'on ait de dessin, de gravure, sans que des bouliers nous soient revenus. Très clairement, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'au XIIe siècle, en Chine, on trouve des bouliers, et on peut trouver, il y a quelques vestiges encore de vrais bouliers. Donc, vraisemblablement, il y a cette théorie qui dit que les bouliers auraient été inventés en Chine, seraient arrivés par les échanges commerciaux entre la Chine et puis l'Europe, et ensuite transiter ailleurs. Les Japonais, on voit souvent des concours entre des Japonais, des élèves japonais entre les bouliers et puis les machines à calculer. Les Japonais n'ont connu le boulier qu'à partir du XVIe siècle, à partir du moment où les Chinois l'ont importé au Japon. Là, c'est ce qu'on j'appelle moi des instruments. C'est-à-dire que si vous manipulez un boulier, c'est vous qui décidez de passer à la rangée d'à côté ou pas.
C'est pas la machine, c'est pas le boulier qui le fait pour vous-même. Donc il faut que vous sachiez, vous, quelles sont les règles. Les règles ne sont pas dans le boulier, les règles sont chez vous. Je vous parlais tout à l'heure des jetons qu'on avait utilisés sur du sable ou d'un truc. On améliore les choses. Vous avez ici une gravure du XVe siècle dans laquelle vous voyez une table à jetons. Et donc, en fait, la profession s'est organisée. Il faut savoir qu'à l'époque, si vous voulez, aux alentours du XIIIe siècle, au XVe siècle, pratiquement personne ne savait compter. Peu de gens savaient lire encore, mais personne ne savait compter. Et donc, la profession s'est organisée en une sorte de guilde, et ils fabriquaient des tables sur lesquelles ils déposaient un certain nombre de jetons. C'est un système qui ressemble de fort près à celui du boulier, c'est-à-dire que vous mettez des jetons sur une ligne qui vaut 1 par exemple, et quand il y a 5 jetons, vous mettez à la ligne de dessus qui vaut 5. Bon, voilà. Et donc ils se faisaient payer pour faire les calculs. Il ne faut pas croire que ça soit arrivé sans aucune polémique. Et là, vous avez aussi une gravure du XVe siècle dans laquelle il y a deux têtes une qui est un peu triste, l'autre qui est plutôt joyeuse, et en fait des algorithmes contre les abacistes. Alors, c'est deux mots un petit peu barbares, mais à gauche, vous avez les algorithmes, c'est-à-dire ceux qui étaient les partisans de calculer avec des chiffres, et donc de prendre un bout de papier et de faire le calcul avec les chiffres. Les autres étaient partisans de calculer avec des tables à jetons. Et donc, ils avaient une technique différente. Et ils se sont opposés. Ils se sont opposés pendant des centaines d'années. Voilà, chacun avait sa technique et ses avantages. À la fin de cette période, on ne peut pas aller à la période suivante sans évoquer quelque chose, la numération positionnelle décimale. On utilise des chiffres qui varient de 0 à 9. C'est une représentation. C'est une représentation symbolique. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Les chiffres n'ont pas existé comme ça. Il faut bien se rendre compte que le fait d'utiliser des chiffres de 0 à 9, c'est extrêmement pratique. Parce qu'avec ces chiffres et la numération positionnelle, c'est-à-dire que chaque chiffre a une valeur en fonction du rang qu'il occupe dans un nombre. C'est-à-dire si vous mettez 2 à droite, ça vaut 2, mais si vous mettez 2 légèrement à gauche, ça vaut 20. Et grâce à ce jeu de numération positionnelle avec 9 chiffres, vous pouvez exprimer simplement n'importe quel nombre. Absolument n'importe quel nombre. D'une façon plutôt simple. Ce qui n'était pas le cas du temps des Romains, où je vous ai marqué en dessous 37 plus 28, vous avez une autre expression en chiffres romains. Alors, si je le mentionne, c'est parce que c'est important pour la suite. On n'aurait pas eu de machine à calculer si on n'avait pas inventé cette numération décimale positionnelle. C'était un prérequis. Et il se trouve que les choses se sont bien faites, puisque l'invention des chiffres, des 10 chiffres, a été faite par des Indiens au 7e siècle, et qu'ils sont parvenus par les échanges avec les Arabes sur tout le bassin méditerranéen, et au 9e siècle. Ils sont arrivés en Espagne, et en Espagne, des savants arabes se sont installés en Espagne, et un moine français du nom de Gerbert d'Aurillac est allé en Espagne pendant 2 ans, à Séville et à Cordoue, pour travailler avec les savants arabes sur cette numération. Et c'est lui qui ensuite, en revenant en France, il est devenu pape après, sans doute pas à cause de ça, mais c'est pas lié, mais sous le nom de Sylvestre II. Et c'est lui qui est revenu après et qui a fait la promotion de ces chiffres, de ces 9 chiffres, qui n'avaient pas forcément exactement le même graphisme. De ces 10 chiffres, mais qui n'avaient pas forcément le même graphisme, mais l'idée était là. Et en fait, les lettres de noblesse sur la numération décimale, celles qu'on utilise tous les jours sans même trop y penser, c'était par un mathématicien italien, Fibonacci, pour ceux qui ont fait des études mathématiques, qui connaissent les suites de Fibonacci, qui lui avait développé des méthodes mathématiques plutôt mercantiles. C'est à l'époque, l'Italie se développait beaucoup. On avait besoin de méthodes pour faire des calculs, et il a développé des méthodes de calcul en utilisant des méthodes pratiques de calcul, en utilisant ce type de numération. Et donc là, c'était l'explosion à partir du XIIIe siècle, et c'était diffusé au XVe et au XVIe siècle dans toute l'Europe grâce à l'impression. Mais j'insiste un petit peu sur ce point, c'est-à-dire que sans cette numération décimale positionnelle, on n'aurait pas eu les machines à calculer. Fin de la première période, ce que je vous propose, c'est qu'on débute la deuxième période. La deuxième période, c'est, je l'ai baptisé tout à l'heure, le siècle des pionniers.
Je vous ai dit tout à l'heure dans un de mes transparents que c'était là qu'on commençait à avoir des machines. Effectivement, les machines vont apparaître au tout début du XVIIe siècle. Quelle est l'histoire? Bon, 1610, Ravaillac, tout le monde connaît. Voilà. Louis XIII, le cardinal de Richelieu. Il y a quand même 21 millions d'habitants en France, mais une population extrêmement rurale et très peu de gens savaient compter. On connaissait l'horlogerie depuis la fin du XIIe siècle. C'était quelque chose qui était assez connu et qui était maîtrisé. Les horlogers savaient effectivement bien faire. On connaissait le moulin à eau. Alors vous savez, c'est ces moulins qu'il y a dans les campagnes, dans lesquels vous avez le ruisseau qui fait tourner des roues. Si j'en parle, c'est parce que les rouages qui ont été utilisés dans les moulins à eau ont été réutilisés par la suite. Donc les moulins à eau fonctionnaient, on avait des machines de force pour soulever des poids, et on avait assez peu de matériaux. On est quand même au début du XVIIe siècle, on avait quand même assez peu de choses. Les échanges étaient encore limités, peu de gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, savaient lire et compter. Les transports étaient longs et incertains, c'était plus que chaotique. On avait des unités de mesure extrêmement compliquées, et des unités monétaires aussi extrêmement compliquées. Ce n'est qu'à la Révolution française que tout ça s'est harmonisé. Et puis, comme je vous l'ai présenté avant, on avait une numération décimale qui se répandait et qui a permis effectivement de faire le progrès qu'on a connu. Sur les instruments, il y a un Français plutôt malin qui s'appelle Cazes, qui en 1720 s'est dit « mais le boulier c'est pas mal, mais plutôt que de faire glisser des boules, pourquoi est-ce que je ne ferais pas des petites tirettes avec des encoches et puis avec un stylet je pourrais le faire bouger ?» Voilà, au lieu de bouger des boules comme ça, je pourrais... Bon, il a inventé ça et ça va donner d'autres machines que vous verrez tout à l'heure. Les tables à jetons, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous savez, ces tables sur lesquelles on mettait des traits, on mettait des jetons et on comptait en bougeant les jetons. Elles vont disparaître à la Révolution française. Voilà, elles ont été très utilisées jusqu'à la Révolution française, vraiment très utilisées. À la Révolution française, elles vont disparaître pour une raison dogmatique, parce que je pense qu'on considérait que ces tables à jetons étaient utilisées uniquement par une élite et très souvent par des religieux. Et donc les tables à jetons ont été interdites et on est revenu au calcul à la main. Alors dans les instruments, et Jean-Marie en a parlé tout à l'heure, dans les instruments de calcul, on ne peut pas ne pas évoquer la règle à calcul et sa naissance, et puis de la rhabdologie. Alors ça c'est un mot un peu... je vais vous en dire deux mots. L'homme à qui on doit tout ça, c'est cet homme-là. Alors, John Napier, en français, Jean Napier. Donc, ceux qui ont fait des études scientifiques connaissaient le logarithme népérien, les tables de Laborde & Co. Voilà. Et en fait, Jean Napier était un théologien, un mathématicien écossais. Il était physicien, astronome, comme on pouvait l'être à l'époque. Si vous voulez, là, il est né en 1550, on est en 1600, voilà, on est autour de début 1600. Les grands génies se touchaient un peu à tout. Et en fait, il faisait des calculs en tant qu'astronome, et des calculs qui étaient compliqués, avec des grands nombres, beaucoup de multiplications, des divisions, et c'était vraiment pénible de le faire. Et autant vous pouvez faire facilement des additions sur une table à jetons, autant faire des multiplications avec des grands chiffres relève d'un exercice plutôt difficile. Et donc, Napier, que pour lui, pour faciliter la vie, et non pas pour aider la communauté ou quoi que ce soit, il a inventé les logarithmes. Alors j'en dirai juste un mot juste après. Et il a inventé les bâtons de Napier. Alors là, ce qu'on appelle la rhabdologie. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. C'est très simple. Voilà comment ça se présente. Il a eu l'idée de mettre les tables de Pythagore, donc les tables de multiplication, sur les faces de petits bâtonnets. Donc vous avez sur cet écran des petits bâtonnets. Si vous voyez le bâtonnet qui est le plus extrême à droite, vous avez le 8 en haut, donc c'est le bâtonnet des 8, et dessous, quand vous descendez dessous, vous avez la table de multiplication. C'est-à-dire, si vous multipliez par 1, vous trouvez 8, si vous multipliez par 2, vous avez 16, séparé par la diagonale, 32, 40, 46, 56, 64, 72. Et donc vous avez des jeux de petits bâtonnets comme ça. Et l'idée, c'est de se dire, eh bien voilà, les tables de Pythagore, les tables de multiplication sont sur ces bâtonnets. Si maintenant je les compose, je peux peut-être arriver à faire des multiplications de façon simplifiée. On va prendre un exemple qui va nous suivre dans tout l'exposé, parce que je vais le reprendre ensuite avec des machines. On va faire 37 fois 28. Alors, vous prenez un bâtonnet, le bâtonnet des 3 et le bâtonnet des 7, vous voyez sur la gauche. Voilà.
Donc vous avez le bâtonnet des 3, le bâtonnet des 7. Et donc vous avez toute la déclinaison. Quand vous avez 3 multiplié par 1, vous avez 3, 3 par 2 par 6, 3 par 3 par 9, 3, 12, 16, et ainsi de suite. Et donc, si vous voulez multiplier 37 par 28, on va d'abord multiplier 37 par 8. Et donc c'est très simple, je prends la ligne des 8 qui est là. Et ensuite je lis de droite à gauche et je fais la somme à chaque fois quand il y a une diagonale. Et donc si je fais 37 fois 8, je vais trouver 6, 25, 4, 9, 2, 296. Voilà. C'est astucieux. C'est très astucieux. Et donc, maintenant, pour faire 37 fois 28, j'ai fait 37 fois 8, il faut que je fasse 37 fois 20, mais 37 fois 20, c'est autant faire 37 fois 2 et ensuite multiplier par 10. Donc je vais faire 37 fois 2, donc le 37, il est toujours là, je prends la ligne des 2, 37 fois 2, je trouve 74, je multiplie par 10, ça fait 740, vous rajoutez 740 au 296 et vous trouvez 1036. Voilà ces petits bâtonnets très astucieux. Alors ces petits bâtonnets ont eu beaucoup de succès pendant plus de 200 ans. C'est-à-dire que ceux qui savaient s'en servir se faisaient payer, les portaient à la ceinture, et donc ils étaient dans des petits goussets en cuir, ils les portaient à la ceinture et ils se faisaient payer pour faire des multiplications. Voilà, c'est un système très simple, très astucieux, et donc vous voyez que Neper avait quelques traits de génie. Alors, les logarithmes, je vais passer sur les fondements. En gros, le logarithme est une fonction mathématique qui fait que dans cette fonction, le logarithme d'un produit est égal au logarithme à la somme de chaque élément. Ce qui veut dire, en clair, que dans un monde logarithmique, pour trouver le produit de deux nombres, il suffit d'en faire l'addition. Voilà, je vous le fais simplifier. Et donc Neper a inventé ça. Donc il s'en est servi, mais lui s'en est servi pour faire des calculs à la main. Et puis un jour, un autre Anglais qui avait vu Neper travailler s'est dit « c'est pas idiot ce que tu fais, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une échelle logarithmique? Pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas une règle sur laquelle on graduerait directement en fonction du logarithme ?» Et donc c'est ce qui a été fait. Et un Anglais, Wingate, peu de temps après la mort de Neper d'ailleurs, a pris une règle, vous les voyez, il y a deux règles l'une sur l'autre. Ces deux règles sont graduées exactement de la même façon, avec une échelle logarithmique, donc qui a été calculée à l'avance. Et il a fait, au début, on se servait d'un compas pour mesurer une longueur et pour faire des additions. On s'est dit, mais autant faire coulisser deux règles. Et il faisait coulisser les deux règles, et il a pu avancer. Donc les règles à calcul que certains d'entre vous ont utilisées et dont vous ne séparerez sans doute jamais, comme la mienne, c'est le plus bel objet que j'ai. Alors celui-là, vous ne me le prendrez pas. Celui-là remonte quand même aux années 1620, quoi. C'est quand même une invention assez ancienne. Et l'homme qui a vraiment fait avancer beaucoup les choses, c'est un Anglais qui s'appelle William Oughtred, qui en 1630 s'est dit, mais c'est pas idiot une règle, mais si elle est droite, je peux peut-être la faire en cercle. Et donc améliorer le principe des règles à calcul. Et en Angleterre, vous avez une société savante qui s'appelle The Oughtred Society, quelque chose comme ça, sur lequel, si vous voulez tout savoir sur les règles à calcul, voilà, vous les contactez. Ils ont tout numéroté, toutes les règles, tous les calculs, tout est fait. Abandonnons les instruments pour passer aux machines, parce que je vous dis que c'est au XVIIe siècle qu'on a inventé les machines. Alors, si je vous pose une question, d'après vous, qui a inventé la première machine à calculer? Alors, voilà, normalement, la réponse logique, c'est de dire Pascal. C'est pas forcément exact. C'est pas forcément exact, et je vais vous expliquer pourquoi. Je voudrais vous présenter trois personnes qui ont marqué cette époque et qui ont été les pionniers dans la saga des machines à calculer. En haut à gauche, vous avez William Shikard. Je vais revenir sur Blaise Pascal à droite et en dessous Leibniz. Pourquoi est-ce que je mentionne ces trois personnes? C'est parce que leurs inventions ont marqué des générations de machines, et c'est à partir de leurs inventions que les choses ont changé. Il y a eu bien sûr d'autres inventeurs, mais ils sont venus après. Je ne minimise pas leur exploit, hein, je ne minimise pas ce qu'ils ont fait, hein, mais c'est vraiment ces trois-là qui ont marqué de tout leur génie les grandes étapes du calcul mécanique. Alors, William Shikard, pourquoi est-ce que je vous parle de lui? William Shikard était un professeur d'hébreu et d'astronomie à l'université de Tübingen en Allemagne.
Et il rencontre l'astronome Kepler. Kepler est un de ses amis. Et ils discutent ensemble. Kepler, comme tout astronome, fait beaucoup de calculs, de trajectoires, de provisions. Et Kepler a beaucoup de mal à faire tous ces calculs. Et Kepler lui dit, mais au fait, Neper a inventé quelque chose d'intelligent, des petits bâtons. Si on les dispose intelligemment, on peut effectivement faciliter toutes les opérations de multiplication et de division. Pardon. Schickard veut aider Kepler, et alors là, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation entre conçoit et réalise une machine à calculer en 1623. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis un point d'interrogation? Parce que jusqu'en 1960, on n'en savait absolument rien. Et il se trouve qu'en 1960, on a trouvé des écrits de Schickard qui décrivaient sa machine dans une correspondance à Kepler. Donc il ne reste absolument rien de cette machine. Il n'y a pas d'originaux de cette machine. On ne sait pas si elle existait. La seule chose dont on soit à peu près sûr, et c'était écrit dans les correspondances qu'on a pu retrouver, c'est que si cette machine a existé, elle a brûlé en même temps que l'atelier de Schickard. L'atelier de Schickard a brûlé complètement, détruisant tout ce qu'il avait, y compris sa machine. Après, on va dire quelle était l'origine de l'incendie. Alors, l'origine de l'incendie, c'est un peu loin, mais il peut être accidentel comme il peut être délibéré. C'est-à-dire qu'à l'époque, si vous voulez inventer une machine à calculer, c'est-à-dire mettre une partie de la logique humaine à l'intérieur d'une machine, est quelque chose qu'on considérait comme hérétique, voire dangereux, et pas normal. On ne peut pas transposer une partie de l'intelligence humaine à l'intérieur d'une machine. Et donc, il y avait des opposants, il y avait de nombreux opposants à ce type d'évolution. Il est possible que l'atelier de Schickard ait brûlé à cause de ça. Bon, je pense qu'on ne le saura jamais. Mais enfin, il faut savoir quand même que l'état d'esprit à l'époque était quand même très réfractaire à toutes ces évolutions mécanistiques. Kepler lui-même, la mère de Kepler lui-même a été condamnée pour sorcellerie. Parce qu'elle s'intéressait à des choses que... Voilà. Et Kepler a dû intervenir pour faire commuer la peine de sa mère. Alors, à quoi ressemblait cette machine? Voilà le dessin qui a été retrouvé. Donc, un dessin qui date d'environ 1623. Et plutôt que de commenter ce dessin, je vais vous montrer la reconstitution qui est faite, qui est une reconstitution que j'ai pu me procurer, qui est ici. Alors... c'est une machine plutôt simple. Enfin, il y a deux parties dans la machine. Vous avez la partie du bas, ici, cette partie-là, qu'on voit aussi de l'autre côté, là, qui est ici, qui permet de faire des additions. C'est-à-dire que là, vous avez des roues qui s'engrainent les unes avec les autres, avec un petit ergot sur chaque roue, et quand une roue a fait un tour complet de 10 crans, il engraine d'un cran la roue d'à côté. Ça servait à faire des additions. Point. Que ça, de façon plutôt sommaire, avec des problèmes de rebond, enfin bon, ça servait à faire des additions. Les petites molettes du bas ne servent qu'à mémoriser des résultats intermédiaires. Et puis vous avez en haut, tous ces tableaux-là, ce sont des rouleaux. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les petits bâtons de Neper dont je vous ai parlé tout à l'heure. Plutôt que de prendre un bâton avec 4 faces, pourquoi est-ce que vous ne mettriez pas toutes les tables de multiplication sur des rouleaux? Et donc, vous n'avez plus qu'à faire tourner le rouleau. Vous n'avez plus à choisir un petit bâtonnet, vous faites tourner le rouleau. Et donc, vous mettez en fonction du nombre qui vous intéresse. Et ces parties-là, en fait, ce sont des caches. Parce que sinon, c'est illisible. Donc, si vous voulez lire la ligne des 4, vous gardez la ligne des 4 ouverte et vous fermez toutes les autres. Vous poussez les caches des 2, des 3, des 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il n'y a plus que la ligne des 4 qui est visible, beaucoup plus facile à lire. Donc, la machine de Schickard, si elle a effectivement existé, ce serait composé de deux parties, une partie simple d'additionneuse et une partie pour faire des multiplications. Et donc, si vous vouliez faire des opérations plus compliquées, il fallait passer de l'un à l'autre. Voilà. Donc, Schickard aurait doublé Pascal. Ce qui est, bon, m'ennuie un peu, mais enfin bon. Ceci dit, rendons à Pascal ce qu'il mérite. Donc Pascal est né à Clermont-Ferrand. Bon, vous le connaissez tous, mathématicien, physicien, philosophe, enfin grand génie français. Étienne Pascal, le père de Blaise Pascal, a été envoyé à Rouen sur ordre du cardinal de Richelieu pour mettre de l'ordre dans les finances publiques.
parce que se trouve que la région ouest de France ne payait pas ses impôts. Bon, je ne sais pas si c'est une histoire connue, mais voilà, les impôts rentraient mal. Et du coup, ils ont une méthode qu'on utiliserait peut-être plus, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé l'armée pour récolter les impôts, et Étienne Pascal était chargé de faire les comptes. Et Étienne Pascal faisait des comptes et travaillait énormément. Son fils était avec lui, son fils avait 16 ans quand il est arrivé à Rouen, et il a demandé à son fils de l'aider. Et Pascal l'a aidé, et dit c'est juste pas possible de confier à un être humain des tâches aussi triviales, quoi. Faire des calculs, on se trompe, faut recommencer, c'est pas possible, on peut pas faire ça à la main. Et donc Pascal a conçu une machine en 1642 et il a mis 2 ans pour la construire. Il y aurait eu une vingtaine de machines construites, on ne sait pas trop. Ce qui est certain, c'est qu'il y en a 9 qui existent à ce jour. Il y en a 4 qui se trouvent au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris. Alors, je vais voir si je ne me trompe pas. 4 au Conservatoire des Arts et Métiers à Paris. 2 au musée de Clermont-Ferrand, où la famille de Pascal a cédé à la mairie de Clermont-Ferrand. Une dans un musée en Allemagne à Dresde. Donc j'en suis à 7. Et une, c'est dans la collection d'IBM. Qui se trouve malheureusement, qui était avant exposé, Place Vendôme au moment où IBM avait son siège Place Vendôme, et qui maintenant se retrouve dans le head office d'IBM à Armonk, dans l'État de New York. Et une, chez un particulier, l'histoire dit, alors ce n'est qu'une histoire, mais je l'ai lu dans plusieurs endroits, que cette machine aurait été achetée par un particulier sur une brocante, alors que le brocanteur pensait que c'était une boîte à musique qui ne fonctionnait plus. Pascal a été un génie absolu, si vous voulez. Je voudrais essayer de vous faire comprendre la portée de l'invention de Pascal. Vous avez une gravure du XVIIIe siècle qui représente un opérateur devant la machine de Pascal. Quelle est la différence entre cet opérateur devant sa machine et vous devant votre ordinateur? Il n'y en a pas. À moins que vous ayez peut-être un fauteuil plus confortable, mais il faut bien se rendre compte qu'on est en 1640. On est en 1640 et Pascal est en train d'inventer une machine de bureau avec des concepts d'ergonomie. Quand Pascal a fait sa première machine, il avait mis sur la partie verticale de la machine un certain nombre de commandes et aussi sur la partie horizontale. Et s'est dit non, c'est pas commode. Avec mes mains, je ne peux pas y arriver. Et donc, il a tout déplacé, il a utilisé plus de pignons. Et Pascal avait un sujet qui était de faire une machine qui soit très ergonome, parce qu'il était le premier à imaginer que ces machines seraient largement utilisées. Et donc, pour lui, l'ergonomie était essentielle. Je vous donnerai tout à l'heure encore un autre petit détail technique qui montre jusqu'où Pascal a poussé le raisonnement. Il voulait une machine très robuste. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup de gens, et même après, à beaucoup d'inventeurs, Pascal savait que cette machine est sollicité par des opérateurs, par vous, par moi, quand il s'en servait. Rien à voir avec votre montre. Votre montre, vous la touchez une fois, maintenant on la touche plus, mais vous avez touché le remontoir, et puis c'est fini. Donc Pascal a très vite compris que l'interaction entre l'opérateur et la machine allait être tout à fait autre chose, et qu'il fallait une machine robuste. Et Pascal était très fier de sa machine, et il voulait en faire une production commerciale. Et voilà, je voulais gagner de l'argent avec. Il était très fier de sa machine, à juste titre. Et il voulait faire une machine qui faisait les quatre opérations. À quoi ressemble une machine de Pascal? Voilà alors ça c'est pas l'original, hein, c'est la reproduction que je possède. Donc c'est pas l'original. C'est la reproduction d'une machine. Vous avez des roues, et on utilisait un stylet pour faire tourner ces roues. Et ces roues faisaient tourner par un système d'engrenage, ce qu'on appelle des afficheurs, donc les chiffres des résultats étaient ici. Si vous regardez bien, vous voyez que cette roue ici, elle n'a pas le même nombre de dents que celle-ci et que celle-là. Celle de gauche, elles ont toutes, que vous regardez bien, elles sont tous 10 encoches. Voilà. Et celle de droite, non. Alors la roue de droite, la plus à droite, elle a 20 graduations. Non, celle-ci, pardon, elle a 20 graduations, parce que c'était pour la monnaie de l'époque. Et donc là, je vais prendre mon anti-sèche, si vous voulez, dans une livre, qui était donc là à gauche, il y avait 20 sous. Et
dans un sou, il y avait 12 deniers. D'où les encoches ici. C'est-à-dire qu'ici, quand vous faites un tour complet, vous avez bougé 12 encoches et vous déplacez d'un cran celle-ci. Ici, quand vous faites un tour complet, vous avez déplacé 20 encoches et vous déplacez d'un cran celle-ci. La machine de Pascal fonctionnait comme ça. Alors là, cette machine, elle a été faite effectivement pour aider dans le calcul de la monnaie locale, des monnaies d'époque. Et vous avez une réglette au-dessus. Donc les additions, vous tournez de cette roue, les additions s'affichent là. Voilà. Donc le résultat s'affiche là. Tout à l'heure, je vous parlais des roues dentées avec de la machine de Shikard. Là, c'était quand même beaucoup plus sophistiqué. Je vous en dirai un mot tout à l'heure quand on verra l'intérieur. Et puis en haut, vous voyez, vous avez, donc les résultats sont là. Et là, vous voyez que vous avez une tirette là. Alors cette tirette-là, c'est l'astuce qu'a trouvé Pascal pour faire des soustractions. Alors, c'est une astuce absolument géniale. Voilà, c'est Pascal, quoi. C'est-à-dire que alors, je le dis en 2 mots, puis après je changerai. Vous utilisez, au lieu de faire de soustraction, vous additionnez le complément à 9. Et en additionnant le complément à 9, vous remplacez, moyennant une petite gymnastique d'esprit, vous remplacez directement une soustraction par une addition. Donc il suffisait de faire coulisser cette petite baguette pour pouvoir le faire. À noter que Pascal voulait faire les 4 opérations. Vous pouvez faire des additions simplement, des soustractions exactement simplement. Pour faire des multiplications et des divisions, c'est plus compliqué parce que vous devez à chaque fois rentrer de nouveau la valeur additionnée. C'est-à-dire qu'il décomposait les multiplications en séries d'additions. Et là, comme il y avait une prise directe entre les molettes que vous avez là-haut et puis le résultat, il fallait à chaque fois de nouveau rentrer le chiffre. Ce qui était plutôt long. Je peux vous montrer comment ça fonctionne. On va voir si ça marche. Donc ça, c'est moi avec un stylet. Là, j'ai fait 37 et je vais rajouter 28. Donc là, je mets le 8 et là, je mets le 2 et vous trouvez 65. Voilà. Alors, l'intérieur de la pascaline. Vous allez me dire, mais alors ça n'a rien à voir avec des mécanismes d'horlogerie. Alors effectivement, quand Pascal a voulu fabriquer ces machines, il s'est adressé à des horlogers. Et il est arrivé avec un dessin extrêmement précis, parce que Pascal avait vraiment travaillé sa machine. Et les horlogers ont été horrifiés. Ils se sont dit, c'est pas un mécanisme digne de nous. À l'époque, les horlogers étaient organisés en guildes, et ils faisaient des chefs-d'œuvre. L'expression chef-d'œuvre vient de là. Et donc, ils ont refusé. Et il a fallu, Pascal, à force de conviction, s'asseyant, a réussi à trouver des horlogers pour le faire. Et pourquoi est-ce que Pascal a choisi ces espèces d'ergots là que vous voyez ici, là, vous voyez, tout ça là, c'est quand même pas, en termes de mécanique, c'est pas très sexy, quoi. Simplement pour des raisons de robustesse. Et tout à l'heure, quand je vous parlais des moulins à eau, les moulins à eau utilisent ce type de gros ergots pour transmettre la force depuis une roue vers une autre. Et donc Pascal a utilisé ça à des fins de robustesse. Alors, vous avez aussi ici des tas de choses qui se voient mal, mais Pascal avait poussé le souci de l'ergonomie. Il voulait rendre cette machine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très ergonome et très facile à utiliser. Imaginez que tous les chiffres soient au 9. Vous rajoutez 1. Ça veut dire que quand vous tournez votre stylet, il faut faire tourner toutes les autres roues. Il faut plus d'efforts que si vous n'en aviez qu'une seule. Et donc Pascal avait résolu ce problème. Il avait résolu ce problème de façon juste incroyable, c'est-à-dire que sur chaque roue, il y a des maslottes dont la masse diminue en fonction de la position, qui fait que vous n'avez pratiquement pas d'effort à faire. Bon, donc faut bien imaginer. Vous vous rendez compte qu'on est en 740, quoi. On n'est pas de nos jours, on pourrait penser à des choses aussi pratiques que ça, mais on est en 740. Donc c'est juste incroyable. Et ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'un des horlogers a trouvé que la machine n'était pas trop mal, et il en a fabriqué une et il l'a vendue sous son nom. Ça a rendu Pascal absolument fou furieux, et par l'intermédiaire du chancelier Séguier, qui était son protecteur et qui avait un accès direct au royaume, il a obtenu le privilège exclusif de fabriquer et de vendre des machines à calculer, et il a obtenu ça signé de Louis XIV, qui avait à l'époque 11 ans. Et donc c'est arrivé en 1649. Bon, est-ce que la machine de Pascal fonctionnait très très bien? Pas toujours. Il y avait quelques petits rebonds.
Voilà. Bon, mais c'était quand même... faut savoir que Pascal, pour tester la robustesse de sa machine, avait loué une charrette pour faire le trajet Rouen-Paris. Il mettait sa machine sur la charrette, il regardait comment elle était au départ et comment elle était à l'arrivée. Ensuite, il faisait la comparaison et il arrangeait. Bon. Comment a été accueillie la Pascaline? La Pascaline a fait l'admiration de tous les savants. Alors là, c'était dans le cercle des savants parisiens animés par Robert Val. Voilà, la machine, ils avaient compris la puissance qu'il y avait dans cette machine, où pour la première fois, on mettait des règles de l'arithmétique dans une chose. Et donc c'était un concept, seuls les savants, les mathématiciens l'avaient compris. Et donc la question aussi, c'est peut-on mettre une partie du cerveau humain dans une machine? Ça, c'était les réticences qu'il y avait à l'époque et qui ont perduré aussi longtemps, assez longtemps. Peut-être qu'on peut aussi se poser la question aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ce qui peut être un autre débat. Pascal n'a pas réussi commercialement parce que sa machine coûtait trop cher. Le prix était relativement élevé. Quand vous la compariez par rapport à une table à jetons, une table avec des traits et puis des petits jetons, il y avait effectivement aucune chance. En 1654, Pascal s'est complètement détourné de sa machine. Il a eu une crise de mysticisme, il a changé, il a arrêté. Il a complètement abandonné et il n'est plus jamais revenu sur ses machines. Et Pascal, à l'âge de 39 ans, extrêmement jeune, en 1662. Sur la question du peut-on mettre une partie du cerveau humain dans une machine, je vais vous citer une phrase de Pascal qui avait essayé de répondre à cette question à l'époque. Pascal disait « La machine arithmétique fait des effets qui approchent plus de la pensée que tout ce que font les animaux, mais elle ne fait rien qui puisse faire dire qu'elle a de la volonté comme les animaux. » Pascal, voilà, c'est vraiment le père de la conception des machines à calculer. C'est vraiment lui. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que tout a changé à partir de lui. C'est-à-dire qu'il a brisé le tabou. Petit à petit, les idées ont fait leur chemin. Les idées du machinisme ont fait leur chemin. Voilà, c'est le premier qui l'a fait et il a vraiment brisé le tabou. On ne peut pas parler de ce siècle-là sans parler de Leibniz. Leibniz, c'est ce savant, ce génie allemand, qui est mathématicien, qui vient à Paris et il étudie la machine de Pascal. Évidemment, lui, il comprend tout de suite quelle est la portée de cette machine. Il la trouve absolument géniale, sauf qu'il dit, elle ne fait pas vraiment les 4 opérations. Elle en fait 2 très bien, mais pour faire les autres, c'est quand même un peu pénible. Et Leibniz en fait une affaire de, comment j'appelais ça, plutôt de curiosité de l'esprit, de challenge intellectuel. On se dit, je vais faire mieux et je vais perfectionner cette machine. Et Leibniz, en 1670, imagine une machine et il mettra plus de 20 ans pour la fabriquer. Autant Pascal était assez doué en plan, en dessin, il était habile de ses mains, il arrivait à parler avec les horlogers, autant Leibniz ne savait pas le faire. Il a mis 20 ans pour la faire. Et il y aurait eu 10 machines fabriquées, ça personne ne sait vraiment. En tous les cas, il n'existe que 2 machines à ce jour. Celles-là, on les connaît. Mais Leibniz n'avait pas du tout la même ambition de Pascal. Pascal voulait une machine, je vais dire entre guillemets, grand public, ergonome, utile, robuste. Leibniz voulait faire mieux. Voilà, c'était un savant, il voulait faire mieux. Elle avait un coût de fabrication extrêmement élevé. Voilà à quoi ressemblait une des machines de Leibniz. Donc on l'a prise d'une revue américaine. Alors, quel bilan on peut faire du XVIIe et du XVIIIe siècle? Fin de l'étable à jetons, interdit à la Révolution pour les instruments. Les additionneurs acting, vous savez, la petite machine de case que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est une évolution des bouliers, c'est facile à faire, ça coûte pas cher. C'est comme les bouliers, un boulier ça coûte pas cher à fabriquer, ça aussi, donc ça se répand pas mal. Les bâtons de Neper aussi, mais c'est vraiment réservé à des initiés, et la règle à calcul, c'est vraiment réservé à des scientifiques. Les machines, donc il y a celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, quelques autres inventeurs, mais ça reste confiné, l'idée est difficile à faire passer, ça coûte encore cher, c'est difficile à fabriquer. Toutes les conditions ne sont pas réunies, mais en tous les cas, ce qui s'est passé, c'est que la voie est complètement ouverte. C'est-à-dire qu'il y a un préalable, ça a été fait. Et donc il faudra pratiquement attendre 2 siècles, pour qu'on fasse une exploitation véritablement industrielle de ces machines. Rendez compte, 2 siècles, c'est quand même, c'est long, de 1640 environ 1850. Alors, passons au 19e siècle. Donc je vous ai dit
3 étapes. Première étape jusqu'au début du XVIIe siècle, fin du XVIe, début du XVIIe siècle, invention des machines. Deuxième étape, XIXe siècle. Le XIXe siècle, donc vous connaissez le contexte, j'ai mentionné le métier à tisser qui existe depuis un certain temps parce que ce n'est pas du tout neutre dans l'évolution des machines et dans la réutilisation d'un certain nombre de solutions qui ont été mises en œuvre dans les métiers à tisser. On maîtrise beaucoup mieux les matériaux. La France a gagné 10 millions d'habitants. Voilà. On a des échanges commerciaux qui sont plus développés. Les banques et les assurances se développent et on a vraiment de plus en plus besoin d'outils de gestion. Il y a un développement industriel qui se fait sentir. Pour la première fois, on a des besoins de productivité, c'est-à-dire on veut produire plus. Alors c'était déjà arrivé avec les métiers à tisser. Vous connaissez tous l'histoire des métiers à tisser, ce qui se passait derrière. Et puis le Nouveau Monde, les États-Unis commencent à se réveiller puisqu'ils sont arrivés après les autres. Donc il y a beaucoup de conditions favorables pour que les besoins se fassent plus sentir. Alors, on reste dans les instruments. Le russe Kumer reprend l'invention du français Caz. Vous verrez peut-être à la fin de mon résumé le nombre de Français qui ont été impliqués dans les progrès, dans des progrès significatifs dont on ne parle pratiquement jamais, quoi. Et donc il s'est dit ah ouais mais c'est finalement bouger des petites tirettes c'est pas mal, mais si en plus on pouvait indiquer comment faire pour faire la retenue, ça serait bien. Et donc il met ce qu'on appelle des crosses. C'est-à-dire ici vous avez un petit là. Et donc ici, lorsque vous mettez un stylet, selon la couleur qui est au-dessus, soit vous descendez, soit vous montez et vous tournez sur la crosse. Et en tournant sur la crosse, ça fait +1 dans le rang d'à côté. C'est tout bête. J'en ai amené une ici, donc, enfin pas de l'époque, hein, mais une ici donc, pour essayer. C'est extrêmement simple, les gamins se servent de ça sans aucun problème. Et donc il invente ça. Et ça, c'est toute une génération de machines de poche, de machines de poche. Vous avez ici Tronchet qui en 1891 a amélioré l'instrument. Donc c'est un instrument c'est un espèce de portefeuille qui se déplie. À droite vous avez l'additionneur et à gauche vous avez toutes les tables de multiplication qui sont déjà imprimées. Et donc ça permet d'aller plus vite si vous voulez faire des opérations. Vous faites les additions d'un côté et vous avez les tables de l'autre. Voilà. Ça donnait lieu à toute une génération d'instruments jusque dans les années 60. Donc, vous voyez, on en trouve encore. Hein, si vous cherchez dans les brocantes, vous en trouvez facilement. Parce qu'il n'y a rien dans ces machines, il n'y a rien. Ce sont des tirettes que vous bougez avec un stylet. Donc, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de pignon, il n'y a rien. C'est le plus simple et souvent le plus efficace. Nos instruments logarithmiques, les règles à calcul, on ne l'a pas oublié parce que là, elles continuent. Eh bien, la lettre de noblesse des règles à calcul, c'est un Français. Voilà. Amédée Mannheim, qui était professeur à Polytechnique et qui a créé la règle à calcul moderne. Alors celle-ci, ceux qui possèdent encore des règles à calcul voient bien qu'elle ressemble tout à fait à celle que vous avez. Et lui, il a l'idée de faire coulisser donc une réglette au milieu de deux autres et de mettre le curseur. Voilà. Ce curseur que vous pouvez déplacer pour faciliter la lecture. Et donc Amédée Mannheim, cette règle elle était en bambou, hein, c'était ce qu'on faisait à une époque parce que le bambou est un bois très dur qui ne se déformait pas. Et donc Amédée Mannheim, en 1850, donc, créé la règle à calcul moderne. Alors peut-être sur les règles à calcul, pour illustrer un peu, sous quelle forme ont-elles existé? Bon, sous forme de règles droites. Alors la première, c'est la plus belle, c'est la mienne. Voilà, il y a encore des taches d'encre dessus. Donc celle-là, elle est tout à fait récente, mais elles ont existé depuis Mannheim. Les règles à calcul droites sur lesquelles donc, les échelles linéaires étaient graduées, communément, c'était soit des règles de 12 cm et demi, qui se mettaient facilement dans la poche, soit des règles de 25 cm en graduation, soit des règles de 50 cm. Il se trouve que ces règles à calcul, quand vous faisiez des études scientifiques, l'éducation nationale n'acceptait pas, au moins de mon temps c'était comme ça, qu'on utilise des règles de 50 cm pour des raisons d'égalité. Tout le monde devait avoir une règle de 25 cm au maximum. Des règles circulaires étaient tolérées. On s'est dit, mais pourquoi pas faire des règles circulaires? Parce que, vous voyez, la précision est liée, d'une certaine façon, à la longueur de l'échelle logarithmique. Donc si vous les mettez en cercle, c'est peut-être plus... On en gagne. On gagne de la place. Et donc vous pouvez le faire en longueur. Vous pouvez le faire aussi sur des goussets, des petites montres goussets. Donc ça se portait à la ceinture. Et donc c'est
C'est un petit peu plus particulier à utiliser. Vous avez juste un espèce, c'est pas un remontoir, hein, mais vous tournez l'aiguille avec ça. Il y a 2 cadrans, il faut retourner la montre. Et c'était très élégant, vous portiez ça. C'est pour voilà, la noblesse des ingénieurs. Mais c'est aussi une question de taille. Enfin, je disais c'est une question de taille. Les Anglais ont été les champions de la règle de calcul. Ils l'ont inventé, ils l'ont fait évoluer. Et l'Anglais Fuller, en 1878, a une idée assez géniale. Il s'est dit, mais plutôt que de mettre ces échelles logarithmiques sur une barre droite ou sur un axe circulaire, je vais les enrouler en spirale autour d'un cylindre. Ce qui était astucieux. Ce qui fait qu'en enroulant en spirale une échelle logarithmique autour d'un cylindre, au lieu d'avoir une règle droite, vous avez une règle beaucoup plus longue. En fait, la règle de Fuller qui est là représente une règle, si elle était droite, elle ferait 12,50 m de long. Voilà, ça se calcule. Vous avez en dessous une autre règle, un autre procédé qui a été utilisé, qui est un procédé astucieux. C'est-à-dire, je prends une règle de 10 mètres de long, je la coupe en tronçons. Là, je la coupe en tronçons, et je colle chaque morceau de la règle sur un cylindre. Comme vous voyez là-haut, vous avez des tronçons collés sur le cylindre. Et je fais la même chose en dessous, sur le cylindre à l'intérieur. Et donc, avec ça, vous pouvez avoir une règle de 10 mètres de long qui prend un espace. Moi, j'en ai une, c'est à peu près ça. Ces règles-là étaient très utilisées, notamment par les ingénieurs. Il se trouve que j'ai pu visiter le musée du train, le musée des chemins de fer à Sacramento, en Californie, où pour calculer la résistance des ponts, ils utilisaient cette machine, la machine dite de Tacher, en 1881. Les Anglais qui sont très pratiques, on se dit on peut faire encore mieux, on peut faire plus petit. Donc vous avez une toute petite règle que vous tenez à la main et enroulée en spirale. Et donc vous avez un curseur qui se balade. Et donc c'est très facile à porter, ça se porte à la ceinture. Ça fait une règle d'environ 2 mètres de long. Et puis les Suisses s'y sont mis également, puisque là ils ont fait une règle, voilà, ils ont fait sur le même modèle que la machine de Tacher tout à l'heure que je vous ai présenté. Ils ont fait des règles, ils ont toutes les dimensions. Ils ont fait jusqu'à une règle qui aurait pu représenter 24 mètres de long. Et donc vous avez une précision qui commence à être intéressante pour certains calculs. Ça, c'était pour les instruments. Maintenant, on abandonne les instruments et on revient aux machines. Alors, j'ai baptisé ça l'ère des industriels, parce que là, c'est fini. On n'est plus dans l'ère des pionniers. Les pionniers, ils ont ouvert la voie. Ils ont créé les premières machines, ils ont brisé le tabou. Là, on est sur une exploitation industrielle des machines. Et je voudrais... Alors, il est impossible de vous présenter tout le monde, mais comme vous avez remarqué, pour ce que j'avais appelé l'ère des pionniers, je vous ai présenté que 3 marqueurs. Schickard, Pascal, Leibniz. Bon, je vais faire la même chose ici. Un certain nombre de marqueurs. Le premier, Charles-Xavier Thomas de Colmar. Qui connaît Charles-Xavier Thomas de Colmar? Personne. Et pourtant, c'est le père du calcul industriel. Je vais vous en dire quelques mots juste après. Dorogenfeld aux États-Unis, Hodner en Suède, Otto Steiger en Suisse et Burroughs, ceux qui ont fait de l'informatique ont forcément entendu parler de Burroughs, qui ont fait des machines avec des approches complètement différentes. Vous voyez, ces machines ont des allures complètement différentes et je vais y revenir tout de suite. Charles-Xavier Thomas de Colmar, ça vaut vraiment la peine qu'on s'arrête. Il est né en 1785. Il est responsable des services des équipements militaires au service du maréchal Soult en Espagne, donc il travaille dans les armées napoléoniennes, et s'occupant des équipements militaires, il a fort à faire à compter les quantités de poudre, les armes, les guêtres, voilà. Et donc voilà, il est assez doué en mathématiques, il trouve ça très fastidieux tous ces calculs. Il devient inspecteur des fournitures de l'armée française, donc là, franchement, il a beaucoup d'inventaire et de comptabilité à faire. Et quand il quitte l'armée, il va s'installer en Angleterre. Et en Angleterre, il s'intéresse à l'assurance. Il va travailler dans des compagnies d'assurance en Angleterre, et il revient avec un goût très prononcé pour les statistiques. Vous savez que l'activité d'assurance, l'activité noble de l'assurance, c'est l'actuariat. Donc il faut faire des statistiques, et pour faire des statistiques, il faut des grands nombres. Et quand on fait liquider des grands nombres, on dit des grandes opérations, des méthodes assez particulières. Il revient en France et il crée 3 compagnies d'assurance, le Phénix, le Soleil, l'Aigle,
qui fonctionnent très bien, qui ont perduré très longtemps, et il devient très riche. Mais il a une passion, et il en a besoin pour lui, c'est les machines à calculer. Il a besoin d'une machine qui soit une multiplicatrice. Il a absolument besoin de ça. Et en 1820, il dépose le brevet d'une multiplicatrice. Cette machine, c'est exactement en 1822, parce qu'on est en train de fêter on va fêter son bicentenaire. Cette machine, il essaye de la fabriquer, il a beaucoup de mal. Elle ne sera commercialisée que 30 ans plus tard. C'est-à-dire c'est en 1852 qu'on commencera à sortir les machines. Imaginez 30 ans de préparation pour une machine. Et donc, à quoi ressemblait cette machine? Ça, c'est une machine de Thomas, donc c'est celle de journaliste qui m'a pris en photo et tout ça. C'est une machine, donc celle-ci date de 1862 ou 3. Et je vais vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne. Qu'est-ce que fait Thomas de Colmar? Il reprend l'invention de Pascal pour faire les additions, et il reprend l'invention de Leibniz pour faire plus facilement les multiplications. Donc il ne repart pas de zéro, il capitalise sur ce qui a été inventé. Et son objectif, c'est de faire des multiplications de façon très rapide. Il apporte des améliorations à la machine de Leibniz, et il fait une véritable production industrielle. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. Il investit sa fortune personnelle dedans. C'est-à-dire qu'il est effectivement très riche, il gagne de l'argent de ses compagnies d'assurance, mais il a une passion, il veut absolument réussir cette machine. Il sait qu'il en a besoin pour ses compagnies d'assurance, mais il est avant tout, il est passionné par ça. Et il fabrique des tas de machines avec des modèles différents, et je vais vous les commenter un peu plus après. Et on est quand même au début du 19e, on est au milieu du 19e siècle. Il met en place une approche marketing. Vous verrez tout à l'heure, je vous donnerai le nombre de machines qu'il a produit, mais il les vend, ces machines. Il les vend, et il les vend bien. Pourquoi est-ce qu'il a réussi? C'est l'époque où on a des grandes expositions, on a des concours nationaux. La machine de Thomas ne gagne jamais les concours nationaux. Jamais. Elle se termine toujours deuxième ou troisième. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle termine deuxième ou troisième? Elle est toujours supplantée par des machines plus compactes, plus astucieuses, et basées sur des mécanismes d'horlogerie. Donc des belles mécaniques, des choses qui représentent plus de choses. Mais Thomas ne veut pas en entendre parler. Cette machine doit être robuste. On ne peut pas faire une machine avec des mécanismes d'horlogerie. La machine que vous avez en haut à gauche, qui s'appelle Narit Morel, qui était faite par deux hommes, Jaillet et Morel, est une super machine qui a gagné les concours, mais qui n'était pas suffisamment fiable. Elle n'était pas suffisamment robuste. La machine de Hahn qui est au-dessus, même chose. Et il produit ces machines. Elles sont très robustes et elles exécutent les 4 opérations. Je vais vous montrer comment. Et il va mettre en place une infrastructure industrielle et met en place du marketing. Vous avez deux machines, le dessus de deux machines. L'une qui est en bois et l'autre qui est en ébène. Voilà. Parce qu'il se dit qu'il n'y a pas les mêmes segments de clientèle. Donc il y a des gens qui ont envie de montrer ces machines et de les exposer parce que c'est un symbole de modernité. Et donc il leur fait des couvertures en ébène, et il a fait une magnifique machine sous forme de piano, qui est partie chez IBM. À quoi ressemble cette machine? Alors, ici, vous avez des tirettes. Dans la machine de Pascal, on prenait un stylet et on faisait tourner des roues. Là, non. On a un curseur, là, qu'on fait coulisser. Donc je choisis les chiffres de 0 à 9. Donc ça, c'est la rangée des unités, des dizaines, des centaines, et ainsi de suite. Et puis, vous avez à droite une manivelle. C'est-à-dire que si je bouge cette tirette-là, il ne se passe rien dans la machine. J'ai simplement inscrit un chiffre. Si j'actionne cette manivelle, ce qui est inscrit là va se retrouver dans le totalisateur qui est là-haut. Là, j'ai le résultat. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. La grosse différence par rapport à la machine de Pascal, c'est qu'avec la machine de Pascal, quand vous inscriviez un nombre dans la machine, ça allait directement dans le résultat. Là, ça ne va dans le résultat que si vous actionnez la manivelle. Et donc tout à l'heure, quand vous voudrez faire une multiplication, vous n'aurez pas à rentrer on décompose à chaque fois en série d'additions, vous n'aurez pas à rentrer plusieurs fois le même nombre, vous le rentrez une seule fois, mais vous tournez la manivelle. Donc ça, c'était une invention de Leibniz que Thomas a amélioré. Et puis ici, vous avez des petits viseurs là. Ceux-là, ils sont intéressants parce que quand vous faites un tour avec cette manivelle,
Là, il fait un tour. Il indique 1. Donc il indique le nombre de tours de manivelle. Et vous allez voir tout à l'heure à quoi ça pouvait servir. Donc cette machine, elle pèse à peu près 15 kg, peut-être un peu moins. Elle se pose sur une table. Et donc vous la manœuvrez avec les mains à plat. Donc il n'y a pas vraiment de différence. La machine de Pascal, c'était des mains à plat. Plus tard, on a commencé à les incliner pour que ce soit plus ergonomique. On va regarder, si vous voulez bien, comment ça fonctionne. Alors, on va faire d'abord 37 plus 28. Donc, j'écris 37. Vous voyez que ça ne fait rien en haut. Je tourne, il le met. Il le met dans le totalisateur en haut. Maintenant, je mets 28 en inscription. Je tourne et je trouve 65. Voilà comment ça fonctionnait pour les additions. Donc, extrêmement simple. Maintenant, on va faire 37 fois 28. Et donc là, ce qu'on va faire, et vous allez voir, c'est complètement différent. Je vais vous le montrer, je vais vous le commenter en même temps. J'écris 37, et je vais multiplier par 8 d'abord. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 8 tours de manivelle. Et regardez bien, dans la petite lunette, j'arrive 5, 6, 7, 8. Je ne sais pas si vous le voyez, vous avez... Voilà, je vais le remettre, je fais le trop vite. Quand je fais une multiplication, je ne regarde pas ce que je fais. Je tourne à toute vitesse, 8 fois. Et quand je vois 8 arriver, je m'arrête. Voilà. Et donc, vous voyez, imaginez le gain de temps que ça représente. Vous n'avez pas à rentrer plusieurs fois le même chiffre, vous tournez la manivelle à toute vitesse. Donc, il y a des gains de productivité absolument colossaux. Et ensuite, il va falloir que je multiplie par 20. Donc pour multiplier par 20, il réutilise une partie de ce qu'avait inventé Leibniz, c'est-à-dire qu'il prend la partie du haut, la partie qui est là, on la soulève, on la décale d'un cran, et ensuite on a multiplié par 10, puisqu'on se décalait d'un cran. C'est comme quand vous faisiez des multiplications, on mettait un point à un endroit, à un moment donné. Et donc vous décaliez à chaque fois. Et donc là, il n'y a plus qu'à faire multiplier par 2. Et donc vous faites 2 tours, et donc je vais regarder ici, si j'ai effectivement 2, je m'arrêterai à 2. Et quand ce chiffre-là me dira 28, bah ça veut dire que je serai arrivé. Je vous la remets. Je réécris 37. Et je tourne 8 fois. Et donc là, je peux le faire à toute vitesse. J'attends d'arriver à 8. J'y suis. Je décale la partie du haut d'un cran. Et je fais 2 tours. Et je trouve bien 28 en haut. Et le résultat, 1036. Voilà. C'est pas magique, mais ça marche. Et il faut quand même savoir que ce type de machine... on va en parler là. De 1800 à 1870, Thomas de Colmar a fabriqué 800 machines. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans la même dimension qu'avant. Avant, Pascal n'aurait fait une vingtaine peut-être. 800 machines. Et les machines, il les a produites que depuis 1852 à 1870. Il meurt en 1870. Et son fils hérite de son usine, fabriquera aussi 800 machines. Et le brevet va devenir public en 1878, ce qui va donner des générations de machines, dont je vous ai dire un mot. Et ils vont dominer le marché jusque dans les années 1900. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que ce type de machine avec Thomas de Colmar, qui est complètement inconnu, a fourni une solution industrielle au départ à toute l'Europe, aux États-Unis, parce que les Américains ont importé ces machines et en ont fabriqué. Et c'est lui qui a vraiment lancé le développement industriel de ces machines. Et donc c'est grâce à lui qu'on a pu appuyer notre développement industriel. Ils ont perdu leur position de leader en 1915, on comprend un peu pourquoi. Et donc vous avez ici, j'ai marqué, bon, peu importe, des clones des machines. En Allemagne, il y a eu 9 constructeurs, peut-être un peu plus. Vous allez me dire pourquoi en Allemagne? Le brevet est devenu public. L'Allemagne est assez bonne en matière de mécanique. Un certain nombre d'entreprises allemandes qui faisaient avant des machines à coudre se sont transformées en fabricants de machines à calculer.
Et donc ils en ont fabriqué énormément. L'Allemagne avait des gros besoins de machines. Et donc tout ça s'est répandu. Les États-Unis en ont fabriqué un petit peu, ainsi que l'Angleterre. Voilà, c'est les 3 pays qui en ont le plus fabriqué. Je résiste pas quand même à une petite anecdote parce que celle-là me tient quand même beaucoup à cœur. On va s'acheminer vers la fin de la mécanique. On voit bien qu'on se rapproche de, Jean-Marie parlait de 1947, qui est une des plus belles années, parce qu'on a inventé le transistor. Mais on s'en rapproche. On n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Simplement, quand on a une technologie comme la mécanique, on peut toujours en tirer, c'est valable pour toute technologie, on peut toujours en tirer un petit peu plus. Vous avez ici la photo au centre d'un homme qui s'appelle Kurt Herzstark, et sa photo, quand il était enfant, il s'entraînait sur un arithmomètre de Thomas, enfin l'équivalent d'un arithmomètre de Thomas. Et il était passionné par ces machines. Et Kurt Herzstark était juif, a été incarcéré à Auschwitz, et les Allemands savaient qu'il travaillait, les nazis savaient qu'il travaillait sur une machine à calculer. Et donc ils l'ont forcé à continuer. Il a travaillé sur sa machine à calculer, mais sa machine à calculer n'a jamais fonctionné, à dessein. Et quand les Américains ont libéré le camp de... Non, c'était à Buchenwald, pardon. Le camp de Buchenwald en 1945, il est parti au Liechtenstein et il a fabriqué des machines. Donc c'est ces petites machines, j'en ai amené une ici, qui sont des miniatures. Et simplement, si je les montre, c'est parce elles sont quasiment sur le même principe que les arithmomètres de Thomas que je vous avais vu tout à l'heure. Donc voilà, elles pesaient plus que 250 grammes. Et donc il en a fabriqué 140 000. Ce qui est quand même, là on est vraiment dans les grands nombres, mais on est dans des dates beaucoup plus récentes. Donc Thomas de Colmar, voilà, totalement inconnu. C'est l'homme qui a vraiment développé le calcul industriel en réutilisant les percées de Pascal et de Leibniz. Alors évidemment, ça a suscité un certain nombre de curiosités. Le Suédois Hodner, alors il a fait des études de mécanique, il vivait à Saint-Pétersbourg, il travaillait pour Ludwig Nobel. À Saint-Pétersbourg, il répare un arithmomètre. Il trouve cette machine absolument étonnante, sauf qu'il dit vraiment, c'est un monstre, c'est trop gros, il y a du bois, je pense qu'on peut faire mieux, je vais la faire en mécanique. Et donc, il reprend un principe un petit peu différent, fait par un autre inventeur, et il dépose un brevet en 1875, et puis il commence à produire en série à Saint-Pétersbourg. Après, en voulant voulu faire mieux que Thomas de Colmar. Donc il commence sa série à Saint-Pétersbourg en 1886, révolution russe en 1917, là tout est nationalisé, il retourne en Suède, et les Russes ne perdent rien de l'usine, et beaucoup plus tard, les usines seront gérées par le KGB. Parce qu'il y avait une véritable importance stratégique à développer ce type de calculateur, parce qu'il n'y avait pas autre chose. Alors cette machine, elle a un petit principe interne différent, mais ça je ne vais pas venir là-dessus. Certains d'entre vous l'ont peut-être utilisé parce qu'on en a trouvé encore récemment. C'est une machine qui est purement métallique. Vous aviez ici des curseurs là, donc comme sur la machine de Thomas, l'unité, dizaines, centaines, les résultats qui s'affichent là. Et puis ici à gauche, le compteur de tours, le nombre de fois que vous tournez la manivelle qui se trouve ici. Et les petits papillons là, c'est pour tout remettre à zéro. Parce que c'est quand même intéressant quand vous faites une opération à un moment donné de pouvoir facilement remettre à zéro. Et les premières machines, on ne pouvait pas remettre à zéro. Il fallait réadditionner, c'était compliqué. Et donc cette machine est très compacte. Voilà, alors on va faire la même chose, hein. On va faire 37 plus 28. Donc vous affichez 37, un tour de manivelle, vous avez 37 qui s'affiche en bas, vous avez tourné de un cran à gauche, vous le voyez, vous rajoutez 28, un tour de manivelle, voilà. Voilà pour l'addition, c'est extrêmement simple, même principe que la machine de Thomas, mais sur un appareil plus compact, métallique, qui a un petit défaut, c'est qu'il prend la poussière et il rouille. Et il se bloque, parce qu'il est plein de sécurité. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que les gens fassent n'importe quoi, donc il y a beaucoup de sécurité sur cette machine. Il y a des petits ergots qu'il faut pousser et tout, et petit à petit ça peut se gripper.
Je le sais parce que j'ai quand même pas mal de mal à les débloquer. Et la multiplication, même chose avec autant de rapidité. Là, 37. Et là, je vais faire 8 tours. Et vous avez ici le 8. Maintenant, je décale d'un cran mon résultat et je fais 2 tours. Et vous trouvez 28 et le résultat 1036. Donc, vous voyez que ça peut se faire à toute vitesse, c'est compact, ça se met dans les bureaux. Le fait que ça se fasse, le fait que ce soit métallique, c'est quand même plus facile à réaliser, il y a moins de jeux, voilà, ça marche assez bien. Et donc, il est produit en Russie jusqu'en 1918 et il va les produire en Suède. Et cette société a vécu et est devenue une société que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Facit, qui est une société suédoise qui a fabriqué des calculatrices ensuite, par la suite. En 1892, il a vendu son brevet. Pourquoi est-ce qu'il a vendu son brevet? Parce qu'il a beaucoup de succès, mais il n'arrive pas à irriguer suffisamment toute l'Europe. Il n'y a pas moyen. Il y a trop de distance, il n'arrive pas à le faire. Donc en 1892, il vend son brevet et il s'est acheté par une société allemande qui faisait, je crois, plutôt des machines à coudre, qui va développer ces machines sous le nom de Brunsviga, qui est le nom latin de Braunschweig, l'endroit en Allemagne, et il va fabriquer jusqu'à 500 000 machines. Donc vous voyez, on inonde le marché, c'est-à-dire qu'on est dans les grands nombres. Ça veut dire que les prix vont baisser. Et ça va tuer l'arythmomètre, ces grosses machines, ça va les tuer. Pourquoi? Parce qu'on les produit beaucoup plus vite, à beaucoup moins cher. Et il invente quelque chose d'intéressant qui est le seuil de tolérance. C'est-à-dire que quand vous commandez des pièces, des pignons, vous dites je veux un pignon qui fasse telle taille avec telle taille, exactement, avec des cotes. Mais si vous dites je veux un pignon qui fasse telle cote avec telle imprécision, c'est pas pareil. Vous avez moins de rebut et vous avez plus de facilité pour faire les pièces. Et donc il invente un concept qui a été réutilisé après, qu'on appelle le seuil de tolérance, c'est-à-dire qu'une machine vous donnez une cote plus ou moins. Voilà. Et donc ça fait abaisser les prix considérablement. Alors les Américains, eux, vous allez me dire qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là? Alors eux, ils sont repartis de rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réutilisé Pascal, ils n'ont pas réutilisé Leibniz, ils n'ont pas réutilisé les machines de Thomas, ils en ont importé, ils en ont fabriqué localement, mais voilà. Et celui qui a fait la percée, c'est un Américain qui s'appelle Felt, qui est autodidacte, et qui a inventé une machine qu'on appelle le comptomètre. Alors, les Américains ont coutume d'appeler la première machine qu'il a fabriquée la macaroni box. En fait, il a fait ça dans son garage, dans une boîte de macaroni en bois, et il s'est dit non mais ces curseurs là, ou ces roues dentées qu'on fait tourner, c'est l'âge de la pierre. Moi, j'invente des touches. Voilà. Donc vous avez des touches. Je ne vous ai jamais parlé de machine à touches. Là, vous avez une machine à touches. Et donc il invente les touches. Et il dit ça va aller beaucoup plus vite. Quand vous regardez comment on se sert de nos doigts ou comment notre cerveau interagit avec sa main, on peut aller très vite en tapant avec un doigt. Et donc il se dit ça ne sert à rien de faire des machines sophistiquées dans lesquelles il faut tourner, déplacer le curseur. Il suffit de taper à toute vitesse plusieurs fois et on peut gagner du temps. Et donc il invente des machines à touches. La première machine qu'il fait, celle de droite, elle était dans un coffret en bois. Voilà, il se trouve que j'ai eu la chance de la récupérer, celle-là. Elle est dans un coffret en bois et elle est extrêmement simple. Vous avez des touches et une seule manette sur la droite, que vous voyez ici. Non, j'ai pas mis la slide. Voilà. Une seule manette sur la droite, qui est ici. Cette manette sur la droite sert à remettre à zéro, à effacer tout ce que vous avez fait. C'est tout. Et vous tapez à toute vitesse. Donc pas de manivelle, pas de compteur, rien, de trucs très simples. Et vous avez le résultat en fait qui s'affiche, là on ne le voit pas bien, mais c'est ici. Voilà. Il y a juste une autre petite touche au cas où les touches se bloqueraient, mais c'est extrêmement simple. Il invente, enfin c'est pas vraiment lui qui l'invente, mais il adapte une imprimante sur une machine. Donc il fait quand même deux percées majeures, les touches et l'imprimante. L'imprimante, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a couplé avec son nombre de touches. Et donc il fait des machines en très grande série, en très grande série avec des tailles différentes, des machines plutôt robustes, et il inonde le marché américain de ces machines qui coûtent
pratiquement rien. Une autre personne qui a fait une percée majeure, c'est Burroughs, qui ensuite qui est devenu célèbre, qui a fait des additionneurs à partir de 1886. Il a eu beaucoup de succès aux États-Unis. Mais là encore, vous voyez que l'approche américaine, on ne fait pas des choses sophistiquées, on ne fait pas des multiplicatrices, on fait des additionneuses. Parce que l'addition est l'opération dont on se sert le plus souvent. Et puis la multiplication, bon, on fera des séries d'additions, ça ira très bien. Et donc il crée une entreprise, voilà, il aura jusqu'à 11 000 personnes et il se lancera dans la construction des ordinateurs beaucoup plus tard, parce que moi j'ai eu la chance un peu de travailler sur cela. Et donc ces machines prendront à peu près toutes les formes. Voilà. Il était très productif. Un petit cocorico quand même pour un autre Français de l'époque, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est Léon Bollée. Si je vous parle de lui, c'est que c'était un génie de la mécanique. Il a inventé il a fait que 2 machines. Il a inventé sa première machine à l'âge de 19 ans. Il a gagné des concours nationaux, et puis après, ça ne l'a pas intéressé. Il a décidé de passer à autre chose, et il a construit des voitures. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être les voitures, les Bollée. Et il est à l'origine pas à l'origine, mais à l'origine de l'expansion des 24 heures du Mans. Et Bollée a fait 2 machines. Alors, il a inventé un truc plutôt sympa, c'est ce que je vous ai mis sur la photo ici. Ici, si vous regardez bien, c'est une espèce de table avec des picots. Et quand vous regardez, celui-là, il fait 1 centimètre. Celui-là en fait 2. Celui-là en fait 3. Celui-là en fait 4. Celui-là en fait 5. Celui-là en fait 1. Celui-là en fait 2. Celui-là en fait 4. Et donc, vous voyez tout de suite que c'est la table de Pythagore. Et donc, en fait, il s'est dit plutôt que d'utiliser des bâtons de Neper sur lesquels il y a les tables de Pythagore, je vais les représenter sur des picots avec des palpeurs, je vais savoir où ils sont. Et donc, il fait une machine à multiplier, et je vais vous la montrer. Alors, il a fait que 2 machines, hein, c'est les 2 machines qui sont là. Celle-ci, elle est dans différents musées, et celle-ci, elle est au Conservatoire des Arts et Métiers de Paris. Son invention, si je vous parle de lui, c'est pas pour le citer en exemple, mais c'est parce que son invention a été reprise par un Suisse qui s'appelle Steiger, qui comprend tout ce que Bollée veut faire, et il va produire des machines. Alors, il va produire une énorme machine qui pèse environ 40 kg et qui va simplifier la multiplication. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pour faire des multiplications, vous faisiez des séries d'additions. C'est-à-dire que vous tournez à la manivelle autant de fois que vous faisiez des additions. Lui, il résout le problème. Et je vais vous montrer comment. Et il aura fabriqué 4655 machines, mais c'était des machines qui coûtaient très cher, vraiment très cher, et qui sont des machines assez impressionnantes. Donc je vais vous montrer, je pense, une multiplication avec cette machine. Alors d'abord, comment elle se présente? Vous avez, comme sur l'autre, ici des curseurs, voilà, pour écrire le nombre que vous voulez multiplier. Ici, vous avez une manivelle pour tourner comme sur les autres machines. Et puis là, vous avez un truc nouveau. Vous avez une petite manette qui vous permet, selon sa position, de dire que vous voulez faire une addition, une multiplication, une division ou une soustraction. Gros progrès. Très gros progrès. Et à gauche, là, une manette tout à fait nouvelle qui, elle, vous permet de désigner votre multiplicande. C'est-à-dire, si vous vous multipliez par 8, vous mettrez cette manette sur 8. Ce qui veut dire qu'en un tour de manivelle ici, si j'ai cette manette sur 8, je vais multiplier le chiffre que j'aurai inscrit ici par 8 d'un seul coup. Alors, c'est un gros bousin, hein, je vais vous la faire marcher. Alors, j'écris 37, toujours. Hein. On ne voit pas très bien parce que c'est difficile à filmer. Je vais mettre d'abord sur le 2, parce qu'on commence à l'envers. On fait un tour, ensuite je mets sur le 8, voilà, et je fais un deuxième tour. Bon, et c'est difficile à lire là-dessus, et on voit le résultat. Simplement, si je vous montre ça, c'est parce qu'il a résolu le problème de la suppression des séries d'addition pour faire des multiplications. Il le fait, on le fait. Tout à l'heure, sur les anciennes machines, j'avais tourné combien de fois ma manivelle? Quand je voulais additionner 28, j'ai tourné 8 fois, et ensuite 2 fois. J'ai tourné 10 fois.
Là, je vais la tourner que 2 fois. Vous voyez, il y a une très grosse différence. Donc c'est un très gros progrès. Alors, vous me dites, l'invention de Pascal, qu'est-ce qu'elle est devenue dans tout ça? Parce que c'est bien beau, on n'en parle plus beaucoup. Elle a pris toutes les formes. C'est-à-dire que le fait de faire des additionneuses a pris toutes les formes. Bon, là, vous avez plusieurs exemples ici, qui sont des additionneurs de bureau qu'on trouve vraiment sur toutes les formes. Celui du centre en haut est un des rares additionneurs qui donne le résultat sur un cadran. Ce qui généralement ne se trouve jamais, pour des raisons de précision, mais ça n'a pas eu de succès. Ce qui a eu de succès, c'est tous les résultats plutôt écrits à travers des petites fenêtres qu'on appelle des viseurs. Les conditions, vous voyez, on est dans des conditions complètement différentes. On est au 19e siècle, on commence à fabriquer en série, je vous ai donné des grandes séries, l'électricité commence à équiper les usines, le taylorisme se développe, on accueille de mieux en mieux ces machines, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas réfractaires à l'utilisation, ce qui est le cas de toute nouvelle technologie, mais on les accueille de mieux en mieux. Et puis on commence à se servir d'électricité, parce que l'électricité existe, et donc on commence par ajouter des moteurs électriques sur ces machines, de façon à diminuer la fatigue humaine. Et puis ensuite on mettra des électroaimants, mais on verra ça un petit peu plus tard. Et il y a une vraie concurrence. Et on voit bien qu'on s'achemine vers le bout de la technologie mécanique. Si je vous montre cette photo, c'est pour vous montrer le maximum qu'on puisse atteindre en termes de complexité mécanique. Voilà. Vous avez ce que j'appelle le contenu d'une machine fabriquée en 1963, machine qui a une histoire tout à fait intéressante. En fait, c'est Olivetti qui est un fabricant italien qui faisait des machines à écrire et qui, un jour, s'est aperçu qu'on lui volait des pièces. Et donc le directeur général d'Olivetti a pris des inspecteurs et a réussi à trouver la fuite et est allé chez la personne qui volait les pièces. Et il a retrouvé cette personne en train de construire une machine à calculer à partir des pièces de la machine à écrire. Voilà. Et donc, réaction extrêmement intelligente du président d'Olivetti, cette personne a été réintégrée. Elle a eu un laboratoire, des outils, des ressources, et elle est devenue ensuite directeur général d'Olivetti. Alors, si je vous montre cette photo, c'est parce que là, vous voyez, on arrive au bout, quoi. Ça, faut plus rêver. Il vous faut des instruments spéciaux pour les réparer. C'est juste très difficile à nettoyer. Enfin bon, il y a une rupture technologique. Jean-Marie en parlait un peu tout à l'heure. Le transistor 1947. Et encore, quand le transistor arrive, on ne sait pas à quoi ça sert. D'ailleurs, ça a été présenté, je crois, par Daniel Bois dans une précédente conférence. On ne sait pas du tout à quoi ça sert. Mais ça va venir. 58, l'invention du circuit intégré. C'est-à-dire qu'on commence à mettre des transistors de façon plus compacte sur des plaquettes. 1961, premier calculateur à tube électronique, à tube à vide. Donc on utilisait des lampes de radio. Donc c'était pas des transistors. C'est les Anglais qui ont fait ça. 1967, Texas Instruments dépose un brevet. Et en 71, là, le marché commence à se faire inonder par des calculettes, notamment par Texas Instruments. Un point que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure, mais sur lequel je vais revenir maintenant, c'est que autant l'invention des machines à calculer mécaniques a été rendue possible par l'invention, par la mise au point de la numération décimale positionnelle, autant les machines électroniques ont dû leur existence au calcul binaire. Et le calcul binaire a été inventé par Leibniz. Leibniz, on remonte à 1650 ou 1660. C'est resté inutilisé pendant ce moment-là, mais quand vous utilisez des transistors schématiquement, le courant passe ou passe pas. Et donc vous pouvez faire, s'il passe c'est 1, s'il passe pas c'est 0. Enfin, je vous le fais simple. Et donc en faisant des assemblages de 0 et de 1, on arrive à faire... Donc si vous comptez en binaire, vous pouvez parfaitement réaliser n'importe quel type d'opération. Rajouter à cela un peu de logique, un peu d'algèbre logique et c'est bon. À partir de 71, le marché est pris par les États-Unis, par le Japon, et là les machines à calculer, c'est fini, elles disparaissent. Coup de grâce, nous a pris le cœur, c'est en 86, il y a une circulaire d'éducation nationale qui autorise les calculatrices électroniques aux examens. Donc fin de la règle à calcul, je range ma réglette. Alors vous allez me dire, ok, mais comment est-ce qu'on arrive à l'ordinateur? Voilà. Alors, d'abord deux choses. La première, c'est
Pascal a ouvert la voie. C'est-à-dire que quand Pascal a inventé sa machine, on a changé d'époque. L'idée a fait son chemin. Il a cassé le tabou, l'idée a fait son chemin. On a mieux compris le machinisme, on l'a mieux adapté, on l'a mieux accepté. Et donc, la percée de Pascal a changé les esprits. L'homme à qui on pourrait attribuer le plus grand lignage pour les calculateurs, selon moi, c'est un Anglais qui s'appelle Babbage. Babbage, donc 1791-1871, c'est un mathématicien anglais et qui n'a fait, c'est pas péjoratif de dire ça, qui a commencé à faire ce qu'on appelle une machine à différence. C'est-à-dire que Babbage était effrayé par les nombres d'erreurs qu'il y avait dans les tables de calcul qui existaient déjà. Il s'est trouvé que c'était pas précise et donc il a dit non, moi je veux faire une machine qui va recalculer tout ça et qui va sortir la valeur des différents polynômes de façon proprement. Il travaille beaucoup sur cette machine et il n'a jamais pu la mettre au point. Il était subventionné par l'argent du gouvernement britannique. Il avait aussi beaucoup d'argent, personnellement, mais il n'a pas réussi à la mettre au point. Il ne s'est pas désespéré, il s'est fixé un objectif plus ambitieux. En 1833, il voulait faire une machine qui soit programmable, sur laquelle il y ait une mémoire, comme il y a dans vos ordinateurs une mémoire, une unité de travail, ce qu'on appelle une unité de centrale, un clavier sur lequel on puisse rentrer des données et les imprimer. Et il s'est dit, la meilleure façon de rentrer des données dans cette superbe machine, c'est sans doute d'utiliser des cartes perforées. C'est ce que fait Babbage. Il va à Lyon, il regarde les métiers à tisser de Jacquard, qui est un perfectionnement du métier de Vaucanson et de l'anglais Falcon, et il reprend l'idée des cartes perforées. Et effectivement, cette machine ne fut jamais achevée, le gouvernement anglais lui a coupé les vivres, il n'avait plus assez d'argent. Pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais été achevée? Sans doute parce qu'elle était trop ambitieuse pour la technologie disponible à l'époque. On ne pouvait pas réaliser en mécanique ce qu'il avait envie de faire. Il y a des essais qui sont faits actuellement, je crois que le British Museum essaye de reconstruire ces machines, mais vraisemblablement c'est la limite de la technologie mécanique qui empêchait de le faire. Il a été assisté par la personne qui se trouve sur la droite, qui s'appelle Lady Lovelace, qui est pratiquement inconnue, mais qui est la fille de Lord Byron. Et Lady Lovelace était très férue de mathématiques et a travaillé avec Babbage. Elle lui a été présentée. Ensuite, elle a traduit des documents de Babbage depuis l'anglais vers le français. Et Babbage lui a laissé faire des ajouts à l'intérieur de ces documents. L'histoire dit que ces ajouts étaient d'une telle qualité et amenaient une telle différence que voilà, c'était quand même tout à fait remarquable. Et Lady Lovelace, par ses travaux, a inventé les bases de la programmation. C'est-à-dire, on considère que c'est elle qui a inventé la programmation des ordinateurs, c'est elle qui a jeté les bases de la programmation des ordinateurs. Elle est malheureusement décédée dans des souffrances un peu particulières. L'autre précurseur qu'on peut citer, qui a vraiment aussi bouleversé les choses, mais cette fois-ci, on change de continent, c'est aux États-Unis, c'est Hermann Ohlrich. Il gagne le concours pour le traitement du recensement des États-Unis en 1890. C'est-à-dire, le recensement aux États-Unis prenait 7 ans à être dépouillé. Ce qui était juste improbable compte tenu des... Et donc, Ohlrich fait une proposition, décide d'utiliser des cartes perforées, donc d'utiliser également des cartes et de faire rentrer des données sur ces cartes. Il invente une espèce de machine qui lit des cartes avec des contacteurs en dessous et il réussit à traiter le recensement américain dans un temps record. Et il a créé une compagnie qui s'appelle Tabulating Machine en 1996 et qui deviendra IBM en 1924 après la fusion avec une autre compagnie. L'homme auquel on doit beaucoup, c'est quand même Alan Turing. Donc Alan Turing, vous en avez sans doute entendu parler. Si vous avez vu le film The Imitation Game, qui raconte l'histoire de Turing. Turing est un mathématicien anglais. En 1936, il décrit la machine de Turing. C'est-à-dire qu'il ne construit pas un ordinateur, il développe un modèle conceptuel de ce que pourrait être un ordinateur. Donc c'est un modèle conceptuel, c'est pas une machine. Mais c'est un modèle conceptuel qui marque son époque. Il brise aussi, lui, un autre tabou.
Il est rejoint l'équipe des cryptologues pour déchiffrer l'Enigma. Alors vous connaissez l'histoire d'Enigma, mais il a une idée par rapport à tous les autres, c'est bien expliqué dans le film. Donc l'Enigma, c'est cette machine à crypter qui était inventée par un Allemand bien avant la guerre de 40, mais qui a été utilisée surtout pendant la guerre de 40. Et pour la décrypter, il se trouve que les mathématiciens polonais et sans doute français avaient décrypté certains messages codés avec des énigmes, mais ils ne le faisaient qu'à la main. C'est-à-dire qu'il y avait trop d'écart entre le moment où l'ordre qui était passé et le moment où il décodait, ça ne permettait pas d'intervenir. Et Turing a compris qu'il fallait réaliser un ordinateur pour pouvoir combattre cette machine. Donc il a développé un ordinateur qui s'appelle Colossus et ils ont réussi à casser les codes de l'Enigma. Il n'en reste plus rien puisque à la fin de la guerre, Winston Churchill a fait effacer toute trace des travaux faits par cette équipe. Donc tout document, toute machine, il ne reste absolument plus rien. Tout a été effacé. Turing, qui est un mathématicien visionnaire, a été les premiers à jeter les bases de l'intelligence artificielle, après un certain nombre d'écrits, en 1950. C'était un homme très prolixe, il a travaillé sur la biologie mathématique, sur la morphogénèse, sur l'organisation des cellules. Il s'est suicidé en 1954. Turing était homosexuel. L'homosexualité était interdite en Angleterre jusqu'aux années 1962, je crois. Et donc il a été condamné, on lui a laissé le choix entre la prison ou la castration chimique. Il travaillait sur un ordinateur qu'il n'a pas voulu abandonner et il a choisi la castration chimique. La castration chimique était un procédé absolument horrible qui l'a rendu complètement malade et Turing s'est suicidé. Alors le dessin de la pomme mordue, je sais qu'un précédent présentateur a dit que c'était Apple s'en était inspiré. Apple n'a jamais confirmé. Ils n'ont jamais confirmé. Ils n'ont jamais affirmé ni jamais confirmé. Voilà, c'est peut-être ça. Disons on aimerait bien que ce soit ça, quoi. Mais il n'a jamais confirmé. Il a fallu attendre 2009 l'intervention de savants anglais pour que Gordon Brown, qui était le Premier ministre anglais, présente ses excuses au nom du gouvernement britannique et reconnaisse les travaux de Turing, parce que, bon an, mal an, Turing, avec ce qu'il a fait, et son équipe, certains disent qu'il a réduit la durée de la guerre d'environ 2 ans. 2 ans de guerre en moins, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire en termes de vie humaine. Et en 2013, la reine d'Angleterre l'a gracié, ce qui est quand même un juste retour des choses. Il était gracié en 2013, c'était la 4e fois que la reine d'Angleterre graciait quelqu'un depuis 1945. Pour moi, la lignée des ordinateurs après l'ouverture qu'a fait Pascal, c'est Babbage, qui est 1833, Ulrich, Turing. Les premiers ordinateurs, il y a eu des premiers ordinateurs qui ont été faits en Allemagne par une personne qui s'appelle Konrad Zuse, qui a fait vraiment des grosses machines. Et ensuite, von Neumann, la première machine de Konrad Zuse, elle utilisait 2600 relais, donc des relais électromécaniques. Et von Neumann, qui est un mathématicien de génie d'origine hongroise qui vivait aux États-Unis et qui lui a réalisé vraiment a donné les lettres de noblesse à tous ces ordinateurs. Alors, je crois que cette épopée, on l'a un petit peu terminée parce que là, on arrive au temps moderne. Il a fallu 1500 ans pour passer des bouliers à Pascal, 200 ans pour passer la machine de Pascal à Thomas, 100 ans pour arriver vers les ordinateurs. Je n'ai pas tracé les flèches suivantes, je vous laisse deviner par où on peut aller. Tous ces gens-là ont développé des outils absolument de génie, ont eu des traits de génie, ont développé des outils tout à fait exceptionnels. Ce ne sont entre guillemets que des outils, on n'en parle pas. On parle de l'usage de ces outils qui ont des faits. La valeur n'est pas dans l'outil, la valeur est dans l'usage qu'on en fait. Au moins, dans ma modeste contribution, c'est que je veux rendre hommage à tous ces gens qui ont fait vraiment beaucoup de bien à notre évolution. Si vous voulez en savoir plus, il y a le musée des Arts et Métiers à Paris, sur lequel vous avez des très très belles pièces tout à fait exceptionnelles. De vous à moi, je le trouve un peu triste, mais il y a des pièces tout à fait exceptionnelles. Le plus beau musée que je connaisse en Europe, c'est l'Arithméum à Bonn, qui dépend de l'université de mathématiques de Bonn, qui est un musée tout à fait exceptionnel. Franchement, c'est juste incroyable. C'est 4 ou 5 étages dans un building de verre.
avec pratiquement toutes les machines qui ont pu exister ou leur copie, et le mécanisme intérieur, grossi, que vous pouvez utiliser et faire fonctionner. C'est très didactique, voilà. Et puis j'ai dit très modestement la collection Cargo, donc c'est les quelques machines que je dispose, pas dans le même département, mais dans un autre département pas loin d'ici. Voilà, j'ai fait le tour de la question et je vous remercie de votre attention.